Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire dans ce genre d'épisode que vous kiffez, je le sais car certains me l'ont déjà dit, l'épisode avec des galères administratives. Bah oui, je sais, oui, on adore les galères administratives, on adore m'écouter râler. Car oui, aujourd'hui je vais vous expliquer un peu à quoi consiste ma vie de freelance au Japon. Mais allez, avant tout ça, le Minitel Time, hein, comme on le sait, hein, donc on va faire Explore Japon. Pas de tonalité. Bah non, pas de 3615 ma vie, parce que cet épisode va être un peu long cette semaine. Et puis techniquement, on va pas mal parler de ma vie, donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Car oui, on est parti dans le monde merveilleux du freelance au Japon. Alors attention, hein, guillemets de rigueur comme d'hab, je vais vous parler de ma situation personnelle. Ce sera sûrement des situations différentes pour d'autres personnes. Il y a sûrement des variations de statut, je suis pas du tout un spécialiste. Je vous offre pas le guide complet du freelancer au Japon. Si tu t'abonnes à ma newsletter et je te partage mon livre blanc avec mon expérience, non, je vais juste partager mon expérience à moi, vraiment très personnelle, et de comment j'ai vécu tout ça. Et ce qui pourrait être vraiment très différent, je pense, par rapport à d'autres personnes, mais ça va vous permettre de mettre un petit contexte si un jour vous décidez, vous aussi, de vous lancer en tant que freelancer au Japon, ou juste parce que vous êtes des gros curieux pervers, bande de gros pervers. Et pour commencer, on va remettre encore justement un petit peu de contexte. Je suis au Japon personnellement avec un working visa, donc j'ai un travail qui est... c'est un travail qui n'est pas directement lié à une entreprise japonaise, mais je travaille donc pour une société japonaise, mais pas vraiment, voilà, vous le savez, si vous suivez le podcast, je suis en portage salarial, donc je n'ai pas d'interaction avec la société qui m'emploie. Il facture mon client pour moi et me verse un salaire en contrepartie. Donc je suis salarié, mais c'est comme si je ne suis pas vraiment salarié, mais je ne suis pas vraiment en freelance. Vous comprenez un peu le principe. Mais techniquement, pour l'administration, je suis salarié, parce que j'ai une fiche de paie et cette société me paie. Cette société japonaise, donc voilà, j'ai pas d'interaction avec eux, mais ils me filent une file de paie. Mais je dois payer par contre les taxes salariales, normales comme vous, quand vous payez des impôts, mais je paye aussi les taxes patronales, parce que du coup, je suis en mode portage salarial, donc l'entreprise qui m'embauche ne va pas me faire le cadeau de me dire oui on t'embauche, parce que eux en gros ils ont pas sur la facture qu'ils vont faire à mon autre entreprise au Canada, ils gagnent rien sinon, si moi je récupère le truc, pour eux c'est bidon. Donc eux ils me facturent quelque chose, et en plus, moi j'ai les charges patronales et les charges salariales à payer, ce qui fait beaucoup. J'en avais déjà parlé de ce visa-là, qui peut se faire, donc un visa travail. Pour l'administration japonaise, c'est un visa travail, mais c'est une autre façon d'avoir un visa travail, où c'est vous qui payez finalement. C'est pas la société qui paye pour vous, et puis là vous payez beaucoup, parce que charge salariale, je vous dis, charge patronale, chose que normalement vous payez pas en tant que salarié, plus... je paye le service, donc je dois en plus donner de l'argent à la société pour le service qu'ils me font. Donc du coup, voilà, ça coûte cher et c'est vraiment pas donné à tout le monde, mais pour les gens un peu aisés, je pense à, des développeurs web qui gagnent bien leur vie, etc., et qui voudraient vivre au Japon, c'est quelque chose de possible, par exemple. Et donc moi je le fais, je suis freelance techniquement pour l'autre société canadienne pour laquelle je travaille. J'ai jamais été salarié avec eux, avant j'étais auto-entrepreneur, j'étais freelance, mais là du coup je suis salarié tout en étant quand même freelance, mais techniquement aux yeux des impôts je suis salarié. Bref, vous avez compris, pour faire simple, pour ceux qui ont un peu du mal, pour l'instant je suis considéré au Japon comme un salarié pour mon activité principale. Vous allez entendre des bruits, je suis désolé, mais depuis un mois, j'ai des travaux à côté de chez moi. J'en avais parlé, je crois, dans les épisodes précédents, où ils ont rasé une très belle maison pour faire un parking. Voilà, encore une fois. Moi, je me plains pas pour l'instant, parce que ça fait un peu de bruit, mais pas trop. Mais j'ai une vue maintenant qui est très dégagée, ce qui n'était pas le cas avant, parce que j'avais une maison juste en face de ma terrasse. Là, maintenant, j'ai une grosse vue dégagée, sur des gens qui font du travail de chantier. Mais après, quand il y aura le parking, du coup, ça sera quand même plus agréable, sauf que je me doute, effectivement, qu'un jour ou l'autre, ce parking va être transformé en un grand hôtel. Je pense qu'ils achètent petit à petit les parcelles, puis quand ils auront toutes les parcelles désirées, on va avoir le droit à des gros travaux, et là, ça sera vraiment l'enfer. Mais pour l'instant, d'ici, je pense, 2-3 semaines, je vais pouvoir profiter un petit peu d'une terrasse ensoleillée, de pouvoir ouvrir mes fenêtres, mais là, il va y avoir un peu de bruit, parce qu'ils sont encore en train de faire des travaux, de préparer ce fameux parking, d'agrandir le parking qui était déjà à côté de chez moi. Donc voilà, on revient maintenant au côté du freelance, et puis déjà, ça va répondre à une première question, tout ce que je vous ai raconté. Oui, on peut être salarié et freelancer au Japon, c'est mon cas.
Mon activité principale, donc mon visa, comme je l'ai dit, est lié à mon statut de salarié. Mais à côté de ça, et c'est un peu le podcast d'aujourd'hui, j'ai ouvert une activité de freelance. Parce que je devais facturer quelques activités qui étaient vraiment annexes. Actuellement, j'en ai une de principale, vous le savez, j'accueille des touristes pour une agence de voyage, de temps en temps. Alors quand je dis j'accueille, je vais pas les chercher à la gare, etc. et tout. C'est un travail qui est très simple, c'est que pendant 1 heure, normalement c'est 1 heure, moi je dois facturer 1 heure, mais souvent, bah, vous le savez, avec les podcasts, j'aime parler, puis j'aime parler du Japon. Donc c'est pas très rentable, moi, comme je le fais, parce que souvent, moi je reste 2-3 heures, voire c'est déjà arrivé de parler pendant 4 heures avec des touristes. Mais je leur donne rendez-vous dans un café quand ils arrivent, à Kyoto, et puis bah, on va discuter, et puis bah, soit je les aide pour... ça peut être, voilà, ils ont besoin de... Ils savent pas trop, souvent je suis très surpris que les gens arrivent au Japon en sachant pas ce qu'ils vont faire. Moi qui suis... j'adore préparer mes voyages, j'avoue que je suis là en train... Ok, donc t'arrives, tu sais pas ce qu'il y a à voir, tu sais pas ce que tu veux faire, très bien. Donc bah, souvent je les aide, même parfois ils partent vraiment de zéro, donc ça prend du temps du coup. Ou parfois ils veulent juste aussi discuter de bah, la vie au Japon, de ce qu'ils ont vu, des premiers ressentiments, de c'est quoi la vie d'un expatrié au Japon ou d'un immigré, je sais pas, je pense pas être je suis pas un expatrié, je suis un immigré plutôt. La définition est un peu la même chose, mais bon. On va dire qu'immigré c'est un peu plus négatif qu'expatrié, et je pense qu'expatrié c'est quand... Je le vois plus quand ton entreprise t'envoie et que genre tu viens pour quelque temps et puis avec tout le package de luxe qui va avec, alors que immigré, bah, tu viens un peu plus en mode galère. Bon, moi je pense que je suis un peu plus en mode immigré que le reste, parce que bah, personne m'a envoyé, c'est moi qui paye, comme je vous l'ai dit, moi-même, qui ai payé tous mes frais, et puis qui paye mon visa même actuellement. Donc voilà, donc du coup j'ai cette activité-là à faire, que je fais, bah voilà, j'ai dû voir une vingtaine de clients l'année dernière, puis là j'en ai déjà une trentaine cette année, un peu plus, 35. Que j'en refuse aussi, hein, parce que j'essaye de, vu que moi je sais que ça dure longtemps, je veux pas les enchaîner, donc j'en fais qu'un par jour. Donc souvent bah, ils m'en proposent 2 ou 3 dans la même journée, puis ça je refuse parce que moi je veux pas être en mode rush, je veux pas dire ah bah les 1 heure sont passées, hop là il y a quelqu'un d'autre qui fait la queue puis qui doit attendre, ça va être son tour. Ouais, moi je pourrais, hein, puis je pense qu'il y en a plein qui le font, puis ça passe, je pense que ça pose pas de problème non plus pour les touristes, mais j'avoue je fais ça, bon je suis content d'être payé pour ça, mais je fais ça aussi pour plaisir, et j'ai pas envie que ça devienne j'ai pas envie que ça vienne un boulot, vraiment boulot quoi, voilà, que ça soit trop contraignant. Mais bon, bah faut quand même que je facture cette activité parce que bah voilà, je suis payé pour faire ça. Donc bah, du coup j'ai dû ouvrir mon activité de freelance pour ça. Et puis j'ai aussi facturé le magazine Gokkan, vous le savez, pour mes photos qui ont été dans le magazine pour le café, que j'ai pas encore reçu mais qui va m'être envoyé bientôt, donc je vais pouvoir enfin voir à quoi ça ressemble. Mais voilà, sur le magazine sur les cafés à Kyoto, donc j'avais participé, et puis bah, forcément ils m'ont payé pour les quelques photos que je leur ai données. Donc c'est des petites prestations que je devais facturer à côté, et j'ai donc ouvert un freelance en plus de mes activités de salarié. Alors au passage, non, vous ne pouvez pas avoir un visa freelance. Enfin si, il existe un visa freelance, mais les conditions sont quand même compliquées pour y appliquer. Donc si vous bossez par exemple en freelance et que votre rêve c'est de venir au Japon, vous ne pourrez pas venir comme ça. Si vous êtes freelance en France et dire bah tiens je vais aller chercher un visa de freelance et puis je vais venir, ça marche pas. On ne peut pas faire ça comme ça. Il n'y a pas de visa freelance qui vous permet de venir par magie avec des clients qui sont uniquement français. Je ne connais pas les conditions exactes, donc ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vais vous dire maintenant. Je m'étais renseigné, j'avais eu quelques infos, mais pas à fond. Mais de ce que je me souviens, et peut-être que je vais dire des bêtises, c'est pour ça que je mets des gros guillemets, le visa freelance, il faut quand même avoir travaillé, donc le visa freelance qui existe vraiment au Japon, hein, mais celui qui n'est pas aussi simple que ça, c'est qu'il faut avoir travaillé au Japon en tant que freelance déjà, et facturer des clients japonais. Ça, par exemple, est-ce qu'il fallait être au Japon pour facturer des clients japonais? Je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'il faut avoir facturé des clients japonais et avoir quand même un certain montant. Pas un petit montant. Par exemple, je pense que moi, ce que j'ai facturé l'année dernière pour mes prestations, c'est pas suffisant. Même si ça avait été des clients japonais, ça aurait pas été suffisant pour que je dise, ok, je peux avoir un visa freelance avec mes petites prestations dans le tourisme que j'ai fait. Parce qu'il faut quand même un montant qui signifie, en gros, que vous avez quand même des revenus qui sont corrects, que c'est un métier, voilà, que c'est pas juste une activité comme ça annexe. Parce que pour eux, ils veulent, s'ils vous font un visa, ils veulle que vous soyez capable de vivre ici. Hein. C'est pas pour être gentil, etc. Puis surtout, ils veulent que vous rameniez de l'argent au Japon. Si vous facturez tous vos clients à l'étranger, puis que vous faites rien au Japon, pour eux, ils peuvent pas vous taxer. Enfin, ils peuvent pas vous taxer autant qu'ils pourraient. Donc, je pense que c'est pas très intéressant pour eux. Toujours pareil, hein, le visa, c'est pas pour être gentil, c'est pas par rapport à ton karma, c'est par rapport à qu'est-ce que tu vas rapporter au pays. Voilà, tout simplement. Donc un conseil, par exemple, aux gens qui viennent en PVT, voire qui viennent en étudiant. Si vous voulez enchaîner, si vous avez des capacités à être freelancer, que vous savez que vous pouvez avoir des clients, que vous avez une capacité, etc., et que vous voulez enchaîner sur un visa freelance, c'est possible. Mais il va falloir facturer pas mal dans l'année, comme je vous le dis, pas juste une demi-mission. Et surtout des clients basés au Japon. Donc si vous facturez des clients en France, ça ne comptera pas, de ce que j'avais compris. Donc vous ne pouvez pas dire par exemple, je suis en PVT, puis j'ai déjà... je sais pas, j'étais développeur web et puis moi j'ai mes clients en France, puis je les facture, t'as vu, j'ai fait du chiffre d'affaires.
les Japonais s'en foutront. Ce qu'il faudra, c'est avoir facturé un montant de clients japonais. Donc si vous parlez japonais ou si vous avez des entreprises basées au Japon avec qui vous pouvez travailler, ça peut être un bon plan pour se faire un visa freelance après un PVT ou après un étudiant. Mais bon, encore une fois, c'est pas donné à tout le monde. Il me semble, encore une fois, je dis pas de bêtises, enfin j'ai dit sûrement des bêtises, mais il me semble que par exemple un youtubeur connu, je viens d'oublier son nom, celui qui est peut-être le moins pire dans la liste des influenceurs, le fameux Guigui, Ichiban Japan, voilà, Ichiban Japan, il me semble qu'il a fait ça pendant un moment, c'est-à-dire que vu qu'il faisait des prestations dans le tourisme, et qu'il avait facturé des offices de tourisme japonais, etc. et autres, il a pu postuler un visa freelance, parce qu'il avait... je pense, il était venu en PVT ou je ne sais pas, et qu'il avait fait des factures comme ça et qu'il a pu faire un visa freelance à un moment donné comme ça. Il me semble que c'est lui, j'avais entendu parler qu'il avait pu faire ça, mais c'est vraiment très limité, c'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose quand même qui est très compliqué, c'est un peu comme mon visa. Moi, mon visa, il est limité dans le sens où il faut gagner correctement d'argent, il faut quand même avoir de bons revenus, ou en tout cas bien serrer la ceinture après derrière, ce qui est un peu mon cas, j'ai des revenus corrects, mais je dois me serrer beaucoup la ceinture derrière, parce que je perds beaucoup d'argent en faisant ça, donc c'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Mais voilà, revenons à mon freelance, à moi. Donc je suis déjà donc le salarié, voilà, comme je l'ai dit, bien voilà. Et du coup, j'ai besoin de facturer et donc j'ai ouvert un freelance. Je vais vous épargner toutes les appellations en japonais. Google sera votre ami pour avoir les appellations exactes. Ça, il y a plein de sites qui le font, de savoir comment ça s'appelle, quel formulaire, le nom, etc. Je vais pas vous aller dans les détails parce que ça va être chiant et puis je pense que tous les gens qui écoutent, c'est pas forcément, ils veulent pas du technique à fond. Mais sachez que ce que je comprends du statut, c'est que ce statut de freelance, c'est pas vraiment un statut de freelance comme chez nous, d'auto-entrepreneur. C'est plus un statut de petit boulot, de side job. Genre pour Megumi qui va être prof de yoga, qui s'ennuie en tant que choufou et qui facture ses copines des cours de yoga. Ou Juichi qui en dehors de son boulot s'est lancé dans la custo de cartes Pokémon, puis il les vend à des amis sur Mercari, ou il les vend sur Mercari, donc le bon coin japonais, puis il veut se faire un peu d'argent, puis il se fait un peu d'argent avec ça, donc il veut que légalement ça soit reconnu, il a sa petite boutique, son petit Etsy, voilà, il va faire ça, mais c'est pas son activité à plein temps. Souvent le freelancer ici, c'est pas vraiment considéré, il y a des freelancers qui c'est des vrais boulots à plein temps, mais je crois qu'il y a un autre statut qui est un peu plus... qui est un peu plus professionnel, on va dire, que le premier statut de base que moi j'ai de freelancer, qui est plus finalement, et en tout cas qui est sûrement plus utilisé pour ça. Comme nous au départ les auto-entrepreneurs, au tout départ quand les auto-entrepreneurs ont été créés, c'était genre pour avoir un complément de revenu. C'était pas pour être ton truc à plein temps. Et puis après c'est devenu quelque chose de boulot à plein temps, plein de gens se sont lancés dedans, mais au départ quand ça a été lancé c'était pour dire voilà, t'as un salaire et puis tiens, à côté t'as une activité de collier de perles ou de prof de yoga, et puis ça te fait un peu d'argent, c'est pas un truc c'est quelques heures par semaine, par mois, voilà, tu le factures, puis l'État au moins tu fais pas ça au black. Bon, je pense qu'au Japon c'est un peu le principe aussi du freelance, c'est que ça reste quand même un peu dans cet état-là. Et même si on peut faire donc un vrai freelance, voilà, j'ai quand même eu cette impression que c'était tout de même plus vu comme ça à la base. Et qu'un vrai freelance, donc il y a un autre statut dont je me souviens pas le nom, mais qui est un statut un petit peu différent. Et j'avoue, les différents, je sais pas encore parce que j'ai pas regardé à 200%, vu que ça m'intéressait pas plus que ça. Je savais que j'avais pas beaucoup à facturer pour l'instant. Donc voilà, mais ça c'est aussi, en France on a aussi ce problème-là. Je me rappelle qu'en France, l'auto-entreprise par exemple, si tu as passé un certain chiffre d'affaires, qui n'était pas si haut que ça, donc si tu as une activité principale, voilà, et que tu gagnes beaucoup d'argent avec, ou c'est correct, ça commence à devenir un vrai chiffre d'affaires, il me semblait qu'au bout de 2 ans, tu dois passer et créer une société. Voilà, tu peux plus rester en auto-entrepreneur si pendant 2 ans tu dépasses un certain chiffre d'affaires. Je pense qu'ici ça doit être un peu le même principe quand même. Mais pour le créer, voilà, parce que c'est quand même, au départ, on est là, on est en freelance et on veut créer son freelance, c'est pas vraiment compliqué, franchement, ici. C'est même assez déroutant à la base. Il y a un papier à remplir, vraiment un seul, où vous allez marquer vos infos de base, leur nom, prénom, votre numéro My Number, qui est la nouvelle carte d'identité en quelque sorte japonaise. Car vous le savez, les Japonais n'avaient pas de carte d'identité avant, ils avaient des passeports, des cartes de résident liées à la ville où tu habites, il y avait ton permis, mais il n'y avait pas comme nous la fameuse carte d'identité. Et donc il y a un truc qui est arrivé qui s'appelle le My Number. Il y a eu des campagnes à fond pour inciter les Japonais à à s'inscrire, puis ils pouvaient gagner des points, etc. Moi, je l'avais fait au tout début, le My Number, parce que quand on est arrivé en tant qu'étudiant, on nous l'avait un peu genre dit, faut le faire, quoi. C'était un peu genre, moi je connaissais pas, puis on me dit, non, il faut que tu aies un My Number, sinon ça va pas. Donc voilà, j'avais fait le My Number, mais finalement, je sais même pas si c'était vraiment obligatoire quand j'étais étudiant. Maintenant, est-ce que c'est encore obligatoire? Je sais pas, mais je suis pas sûr, je pense pas que tu sois obligé, mais ils font de plus en plus de ça, et de plus en plus de trucs sont centralisés avec My Number. Il y a ton assurance qui peut être sur le My Number, il y a ta gestion de ton entreprise qui passe sur My Number, ça devient vraiment une vraie carte d'identité, quoi. Tu peux imprimer des papiers grâce au My Number dans les combini, etc., etc. Bref,
il y avait donc, on s'inscrit, on a ces infos de base à rentrer, voilà, vraiment des trucs tout bêtes. Il me semble qu'il y avait un autre document de mémoire aussi qu'il fallait remplir, où là vous devez demander en fait si vous voulez quel formulaire, si vous voulez un formulaire bleu ou le formulaire blanc quand vous allez déclarer vos impôts. Alors, en gros, vous avez le Easy Mode ou le mode Survivor, voilà, tout simplement. Et vraiment pour la première inscription, c'est vraiment très basique, hein. Vous devez choisir un nom d'entreprise et dire quelles vont être vos activités. Et je me souviens même que quand j'étais arrivé ça a duré 2 minutes, hein, je suis allé à mon centre d'impôt, quand j'ai filé mon papier, la Megumi qui était là, je lui ai demandé la question, parce que j'avais vu sur internet des gens qui disaient « Ah, faut tout détailler dans les activités, parce qu'après, il faut quand même déclarer ce qu'on fait, donc si on fait une nouvelle activité, vu que moi c'est un peu du freelance fourre-tout, j'accueille des touristes, mais peut-être que je vais faire des sites internet, peut-être que là j'ai vendu des photos, donc c'est des choses qui sont différentes au niveau de l'activité. » Donc moi j'avais un petit peu détaillé 2-3 trucs, j'avais mis ça, en gros j'avais mis tourisme, j'avais mis guide, photographe, et photographe entre guillemets, hein, je suis pas photographe, mais bon j'avais mis ça parce que je devais vendre des photos, et puis freelance, consultant internet, ça veut rien dire, c'est très bien. Et donc à la dame je lui ai dit du coup voilà moi j'ai ça, qu'est-ce que je dois mettre en premier, est-ce qu'il y a un truc, puis elle regardait, elle fait choisissez-en un, je fais ah bon, parce que j'avais vu qu'il fallait un truc, elle fait ah non mais choisissez-en un, puis c'était genre un peu mais ce que tu veux, on s'en fout, guide c'est bien, voilà mes guides. Ok, donc bon, j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas très regardants là-dessus. Bon, après, c'était elle qui fait mal son boulot, mais c'est allé très vite, ça a duré vraiment 5 minutes. Et donc voilà, dans ce formulaire, on vous demande aussi de savoir est-ce que vous voulez le formulaire bleu pour plus tard ou le formulaire blanc. Le formulaire bleu, c'est le formulaire Survivor, et le formulaire blanc, c'est le formulaire Easy Mode. Et le Easy Mode, pourquoi 2 Easy Mode et un Survivor, c'est quoi la différence? J'ai envie de te dire, bon, c'est déjà compliqué le japonais, allons sur le Easy Mode. Mon conseil, c'est non. Pas prendre le Easy Mode, mais de prendre le formulaire bleu. Puis de toute façon, sur internet, vous allez voir toujours le conseil, on va vous dire prends le formulaire bleu, même si c'est compliqué, prends le formulaire bleu. Pourquoi? Parce que c'est celui qui va vous permettre de déduire certaines dépenses. Alors que le formulaire blanc, lui, il vous permet pas. Il vous permet juste de déclarer de façon très simple, très simple entre guillemets, vos impôts, sans avoir en fait tout le côté dire tiens je voudrais déclarer par exemple dans votre entreprise, vous travaillez chez vous, vous voulez déclarer votre électricité, vous avez acheté un ordinateur pour travailler, vous pouvez le déclarer donc comme en France, hein, du coup avoir des genres de réduction d'impôts. Et à savoir que vous ne pouvez pas switcher de l'un à l'autre le jour de la déclaration par exemple. Il faut prévenir en avance qu'on veut utiliser le formulaire bleu ou le formulaire blanc X mois à l'avance. Je ne sais plus si c'est 2, 3, 4 mois à l'avance, mais en gros il faut faire ça avant les dates butoirs pour déclarer ses impôts. Donc le premier conseil, c'est de remplir la demande du Blue Form quand vous allez ouvrir votre freelance. Ils vont pas vous donner quelque chose pour autant, c'est juste vous dites pour les impôts, moi je vais les déclarer avec le formulaire bleu. Une fois les papiers remplis, il faut vous rentrer à votre tax office, comme je vous l'ai dit, votre tax office center, au centre des impôts le plus proche de chez vous, et vous donnez ce papier, et puis vous amenez votre carte My Number, et puis voilà, c'est torché en 5 minutes, on vous demande pas grand chose, on vous dit juste bonne journée, easy, je l'avais dit, c'est vraiment super simple. Gardez donc en tête, on peut ouvrir un freelance au Japon même si on est étranger aussi. On peut le faire aussi même si on est salarié, ce qui est mon cas. Je suis étranger et je suis salarié et j'ai pu ouvrir une activité de freelance. Je m'étais renseigné quand même avant et on m'a pas dit ah non attention, t'es freelance, t'es salarié donc tu peux pas faire les deux en même temps parce qu'il y a certains pays, certaines règles où tu peux par exemple pas être salarié et freelance, ou peut-être quand t'es étranger, si t'es déjà salarié on va te dire bah non mec tu vas pas être freelance à côté parce que c'est un peu louche etc. Mais là il n'y a pas de problème. Ensuite, moi, un peu naïvement, j'attendais qu'on m'envoie un document de confirmation avec genre bienvenue dans le monde des freelances au Japon, ouh, et avec ton numéro de société. Vous savez, quand vous êtes freelance en France, on vous file un numéro SIRET par exemple, ou sirène, je sais jamais la différence entre le SIRET et le sirène. Enfin, je sais que c'est le même, mais qu'il y en a un qui a un code en plus pour où il y a votre domiciliation et l'autre il n'y a pas la domiciliation de où est votre bureau en gros, et qui représente donc votre société et donc sa domiciliation. Et donc vous avez ce numéro-là, puis vous avez un petit fichier d'URSSAF qui vous dit bienvenue, voilà c'est ton numéro, oublie pas de payer tes impôts, de bien déclarer tes trucs chaque mois, etc. Là, rien, voilà, j'ai jamais rien reçu. Du coup je me suis inquiété un peu le jour où j'ai dû faire ma première facture, parce que je voulais marquer mon numéro de société, mais du coup j'avais pas de numéro de société, donc j'étais là, qu'est-ce que je dois rentrer, je vais pas juste mettre mon nom, c'est bizarre, partout quand il y a des trucs comme ça, t'as un numéro d'identifiant. Et puis j'ai cru que pendant un moment qu'il fallait entrer son My Number du coup, en me disant c'est peut-être ça mon identifiant vu que je suis freelance, que c'est à mon nom, il me considère comme une personne, une personne morale, et donc du coup il faut que je donne mon numéro d'identité quoi. Mais votre ID My Number, ce numéro, c'est un numéro qui est confidentiel, que vous ne devez pas communiquer à un tiers. Donc
Donc, j'ai fait quoi? J'ai demandé l'appel à un gami et j'ai appelé Garou l'intermittent, celui qui chantait « Et puis que tu as pris la mer ». Voilà, c'est pour ceux qui connaissent le sketch d'appeler Garou l'intermittent. C'est un vieux sketch de Gad Elmaleh et de je ne sais plus qui pour qui veut gagner de l'argent en masse, que je vous conseille de regarder, qui est très rigolo ce sketch. Enfin, j'ai pu appeler donc un ami, un vrai ami à moi, qui est full freelance à Fukuoka, je vous ai déjà parlé de lui, et qui m'a dit non, pas de numéro d'ID ici, on s'en bat les steaks. Voilà. Première grosse surprise pour moi, donc voilà, ouvrir un freelance, c'est vraiment, comme je dis, easy, et c'est vraiment à la bonne franquette. D'où le côté, comme je vous avais dit, pour Megumi, prof de yoga avec ses copines à la maison, quoi. Parce qu'en gros, ça prend 5 minutes, t'as 3 champs à remplir, et puis t'as rien derrière. Après, c'est vas-y, fais ta vie, débrouille-toi, on s'en branle. Donc voilà, du coup, c'était un peu en mode genre, ok, très bien. Moi, je te dis, j'étais un peu surpris, parce que je me disais, c'est quand même pas très cadré. Les Japonais qui peuvent être parfois très cadrés, là, tu te dis, bon, ça a l'air d'être assez freestyle, quoi. Et puis ensuite, vient le moment des premières factures. Bon, là aussi, rien de compliqué, surtout si vous avez déjà été freelance, en France, par exemple. Ça marche à peu près de la même façon, j'ai l'impression. Les factures, vous mettez les mêmes informations, sauf votre numéro de société, parce que vous en avez pas. Mais sinon, c'est le même combat, avec les mêmes informations obligatoires. Et là, j'ai oublié de vous parler un truc important. Parce que vous ouvrez une activité, vous allez devoir facturer, on va devoir vous payer. Et du coup, il faut une banque. Voilà. Car oui, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser aussi votre compte en banque personnel. Il n'y a pas d'obligation. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte spécifique, d'un compte professionnel au Japon quand vous êtes freelance pour votre activité. Mais je vais rajouter quand même un gros mais. M-A-I-S. Parce qu'il est écrit en gros dans mon speech. Donc c'est un gros mais. Pour moi, c'est quand même important de séparer ses comptes et d'avoir un compte pro, voilà, un pro dédié. Ça va vous permettre quand même de mieux gérer votre business pour voir les rentrées et les sorties d'argent de façon plus claire et de pouvoir relier votre compte en banque à un logiciel de compta et ne pas avoir à dire si ah oui, ça c'est pour le boulot, ah non, ça c'est du perso, ah non, ça c'est mes courses pour moi, c'est pas du tout boulot, ah non, ça c'est quand j'ai acheté ma Switch, ah non, ça c'est quand j'ai... Non, au moins vous avez que les activités sur votre compte bancaire qui sont liées à votre activité pro. Puis si un jour vous avez un problème avec les impôts, qui vont vous demander, je sais pas, de sortir des infos et tout, c'est plus clair à lire que si tout est mélangé avec votre vie personnelle. Donc pour ma part, j'ai pas ouvert un nouveau compte en blanc, mais j'ai cleané un ancien compte qui me saoulait. Voilà, qui me saoulait depuis longtemps. C'est le premier compte que j'avais ouvert quand j'étais arrivé au Japon, ma fameuse SMBC Prestia. Je voulais déjà vous en parler. Le premier compte en banque que j'ai ouvert, ici en arrivant cette année. C'est pas vraiment mon premier compte en banque, parce que mon premier compte en banque, j'ai ouvert en 2018 à la Shinsei Bank, que j'ai toujours, mais qui est semi-clôturé. Parce que en fait, je l'avais pas clôturé. Je crois que je dois avoir 12 € dessus, un truc comme ça. Mais ils m'ont envoyé des informations à mon adresse, puis c'est revenu chez eux. Donc ils ont clôturé ma carte de retrait, parce que j'avais pas vraiment une carte en banque, c'était juste une carte de retrait d'argent. Et je pouvais déposer de l'argent. Je me demande si je pouvais même retirer. Non, si je pense que je pouvais le retirer, mais c'était une carte de dépôt. En tout cas, je pouvais déposer de l'argent. J'avais ouvert ce compte à l'époque juste pour pouvoir payer mon loyer qui voulait que je fasse un virement. Voilà, tout simplement. Et je ne suis jamais allé le fermer. Et puis je vous ai déjà parlé, si vous êtes des fans du podcast, vous savez que c'est mon moment le plus awkward du Japon, quand j'avais dû ouvrir mon compte en banque tout seul, dans une banque qui parlait pas du tout anglais, où je suis resté 2 heures et qu'à la fin je savais pas ce que j'avais fait, je savais pas si ça avait marché, je savais pas si j'avais donné mon âme au diable, j'étais au courant de rien. Et c'est la seule fois où en sortant du Japon, enfin la seule fois au Japon où pendant 2 minutes, quand je suis sorti de là, je me suis dit je veux rentrer, je veux prendre un avion, je veux rentrer chez moi, quoi. Je comprends rien, je veux pas y arriver, c'est trop compliqué, quoi. C'est la seule fois de ma vie où ça m'est vraiment arrivé ici. Ce sentiment-là de dire j'ai envie de rentrer, voilà, c'était vraiment la seule fois que ça m'est arrivé. Mais bon, ce compte je l'ai toujours, c'est mon premier compte, mais là non, j'ai utilisé mon premier compte, enfin mon nouveau compte que j'ai ouvert quand je suis arrivé ici au Japon, parce que je savais que j'allais recevoir un salaire, que là je devais vivre vraiment à la japonaise, quoi, donc j'allais pas me passer d'un compte en banque. Autant on peut se débrouiller avec une N26, comme je vous l'ai déjà dit, moi en tant qu'étudiant je payais tout avec la N26, ma N26 européenne, j'avais aucun souci, ça posait pas de problème. Mais là, vu que je devais recevoir un salaire japonais, etc. Bon, puis on sait aussi que pour ouvrir des trucs, les cartes européennes, ça marche pas toujours. Si vous n'avez pas des cartes japonaises, ils vont vous faire chier parfois dans certains services. Donc, il me fallait un compte en banque. Donc, j'avais ouvert cette SMBC Prestia parce que, voilà, beaucoup de gens disaient que c'était bien quand tu étais gaijin. Il y avait le compte en anglais, blabla, pour transférer de l'argent à l'étranger, c'était bien aussi, blablabla. Et donc ce compte il me saoulait parce qu'il n'était pas pratique, il n'était pas accepté parfois en paiement dans des magasins au Japon, parfois pas en ligne non plus, voilà, il n'était pas accepté dans plein d'endroits, et que je pouvais pas lier non plus à mon compte avec mon Apple Watch, c'était pas lié, Apple n'acceptait pas cette banque-là, ou à mon compte PayPay, qui est un paiement japonais, une appli de paiement qui est acceptée à peu près partout au Japon, mais il faut le relier à un compte en banque pour pouvoir faire du topping, et ma banque elle n'était pas acceptée. Bref, un compte relou, qui a tout de même un avantage, c'est que le site est en anglais et ils ont du personnel qui parle anglais dans leur banque. Donc c'est quand même aussi, c'est un côté positif. Mais ils ont une option aussi correcte pour le multidevise, comme je vous l'ai dit.
Ce qui du coup peut être cool si on doit vous payer dans une autre devise, etc. Surtout qu'en tant que freelance étranger, il y a des chances qu'on travaille pas qu'avec des Japonais, puis qu'on travaille un peu avec, partout dans le monde. J'ai donc opté sur j'ai donc stoppé l'utilisation de celui-ci. Et donc j'ai arrêté d'utiliser cette banque, j'avais des abonnements, etc. J'avais déjà changé de banque, hein. J'avais ouvert la SMBC normale, SMBC Prestia, c'est la même compagnie en n'étant pas la même compagnie. C'est en gros une Citibank et l'autre c'est la banque qui est au-dessus. Donc les deux normalement sont, c'est la petite frère ou le petit sœur, l'enfant, on va dire l'enfant de SMBC. Sauf que les deux communiquent, mais communiquent pas vraiment. C'est-à-dire que parfois, tu as des frais pour communiquer entre les deux, parfois non, parfois il y a des trucs qui sont easy, c'est-à-dire que les locaux de SMBC Prestia à Kyoto sont dans le locaux de la banque SMPC. Donc voilà, on est potes, on est amis. Mais sauf que parfois il y a des trucs qui fonctionnent pas entre les deux. Voilà, c'est très bizarre. Mais par contre ma SMBC, donc la SMBC japonaise que j'ai maintenant, marche très bien, j'en suis très content. C'est une appli qui est correcte, voilà. Parce que la SMBC Prestia par exemple, c'est vraiment pourri. Là l'appli elle est correcte. Et puis c'est une banque c'est une grosse banque japonaise, c'est une des deux grosses banques japonaises. Et donc du coup, voilà, ça fonctionne bien, ça marche bien. Donc maintenant, j'utilise celle-là principalement. Et la SMBC Prestia, je l'utilisais plus, sauf que j'avais quelques abonnements que j'avais mis dessus à l'époque quand j'étais arrivé, puis que j'avais pas changé. Donc là, avant d'ouvrir mon freelance, j'ai tout stoppé pour être sûr de ne plus avoir d'activité dessus. J'ai gardé un montant pour pas être facturé, parce que et cette banque-là, par exemple, si vous avez moins de, je crois que c'est 500 000 yens sur vos comptes, ils vont vous prendre des frais de traitement, de gestion de compte. Donc j'ai laissé 500 000 yens sur mon compte, voilà, ils sont là, ils me servent, j'y touche pas, ils sont dessus, puis j'y touche pas. Et puis voilà, comme ça j'ai cleané, je suis parti de zéro, j'ai stoppé l'utilisation, et voilà, je suis parti comme ça. Et je m'en sers maintenant comme mon compte pro finalement. Et l'avantage, comme je vous le disais, c'est pour la compta et le journal comptable, j'ai pu lier mon compte en banque à mon logiciel de compta. Et toutes les opérations qui sont faites sur ce compte en banque se retrouvent du coup sur mon logiciel de compta. Du coup, j'ai pas besoin de dire, comme je disais tout à l'heure, ah non, ce prélèvement c'est un truc de personnel, ah non, ça c'est pas du tout un truc pour le boulot, ah oui, ça c'est un abonnement de boulot, ah oui, ça c'est de l'argent que j'ai reçu pour le boulot, ah bah non, ça c'est de l'argent que mon papa ou mon tonton il m'a envoyé pour mon anniversaire. Voilà, je peux gérer et voir l'état de mon compte et les transactions directement via mon logiciel de compta, puis du coup, il n'y a que mes transactions professionnelles, vu que je l'utilise maintenant que pour du professionnel. Donc c'est vraiment mon conseil. Ouvrez, vous n'êtes pas obligé, encore une fois, mais je pense que ça peut vous simplifier la vie, dans la vie de tous les jours déjà, quand vous allez devoir gérer votre entreprise. Et puis surtout, si un jour vous avez un problème avec les impôts, puis qu'ils vous demandent de regarder, etc., là au moins, vous n'allez pas passer du temps à devoir tout dévier, en disant ah non, mais ça c'était pas un truc de mon travail, attends, ça je sais plus, c'est quoi ça? Voilà, au moins là c'est simple. Donc vraiment, essayez d'avoir deux banques, puis ça vous coûte pas plus d'argent, c'est juste un peu d'administratif en plus d'ouvrir une nouvelle banque, un compte en banque, mais voilà, c'est pas plus compliqué. Puis en France, honnêtement, faites la même aussi, hein. Il vaut mieux avoir son compte pro séparé, c'est plus simple. Et justement, le logiciel de compta, parce que je vous ai parlé du logiciel de compta là, que ça reliait avec le compte en banque. Ça, c'était un gros flip, un gros choix, un gros questionnement pour moi. Parce que dans le monde de comptabilité, il y a 3 écoles. La première école, c'est vous le faites, vous, à la main, vous tenez un fichier Excel en respectant les règles de facturation, etc. Vous faites vos factures avec un Google Docs et vous stockez tout ça sur un Google Drive. Et puis le jour de vos impôts, vous devez tout rentrer à la main sur leur site pourri, qui est un vieux site encore pire que les nôtres, où il y a plein de cases un peu à l'ancienne et tout, et qui est vraiment dégueulasse. Un site à la japonaise, quoi. Ça, c'est l'étape, vous pouvez faire ça, c'est l'étape basique. La deuxième école, on va dire, c'est le logiciel de compta pour gaijin. Pas forcément spécialisé au Japon, il y aura peut-être des petits trucs qui vont bloquer parce que vous n'allez pas avoir le chiffre yen, vous ne pouvez pas avoir écrit en japonais. Par exemple, un nom de client japonais en kanji, il rentrera peut-être pas parce que le logiciel de facturation, il gère pas ça, par exemple. Il peut y avoir des petites merdes comme ça, mais au moins, il est en anglais ou en français. Ça va vous faciliter la compta et la facturation, vous allez tout gérer dans ce logiciel-là, puis ça va faire des trucs propres, des factures propres, vous allez là aussi peut-être pouvoir relier votre compte en banque aussi dessus. Alors les comptes en banque japonais, je sais pas, ça j'ai jamais essayé, mais vous pourriez peut-être relier, en tout cas faire votre gestion de compta facilement comme ça. Et l'avantage surtout, c'est que c'est dans votre langue, avec des outils qui vont être quand même automatisés et faire le suivi là aussi de votre comptabilité. Mais bon, l'inconvénient, comme je vous dis, il n'y aura pas d'automatisation, ça c'est sûr, avec les impôts au Japon. Vous n'allez pas pouvoir automatiser, il va falloir faire comme pour l'autre, rentrer tout à la main sur le site pourri, vieux pourri du site d'impôt japonais. Et puis parfois, comme je vous le dis, il y a des caractères japonais ou autres qui vont pas passer, il va y avoir des petites frictions qui vont être un peu emmerdants. Mais c'est faisable, mon ami à Fukuoka, c'est ce qu'il utilise, Zo Compta, Zoobook, ça s'appelle Zoobook, un logiciel de compta, voilà, très simple, voilà, qui est fait justement pour les freelances, pour pas que ce soit trop compliqué. Il utilise ça, puis il s'est débrouillé avec, et voilà, il n'a pas eu de soucis. Puis il y a la troisième école, c'est ce que va appeler la voie du warrior, qui, là encore, est finalement pas si warrior que ça, c'est le logiciel de compta full en japonais, vraiment le logiciel fait par des japonais pour les japonais, mais du coup,
en japonais. Voilà. Après longue réflexion, pour ma part, j'ai pris la troisième solution, la solution du Warrior. Même si au départ, hein, je m'étais dit que le full japonais pour la compta, pour l'administration, vous rajoutez compta, administration, impôt, j'allais rien comprendre, que j'allais passer un temps fou pour faire des trucs super simples, juste faire des factures et me faire un journal comptable, et que ça allait être super compliqué, tout en japonais, que j'allais rien capter, que le logiciel, voilà, ça allait être une enfer, que oui, on peut traduire et tout, mais que ça allait prendre un temps de malade pour faire des trucs très simples. Bref, je m'étais dit, c'est pas forcément une bonne idée, quoi. Mais en regardant à droite à gauche, j'ai finalement opté pour cette solution en utilisant un logiciel, le logiciel même phare, je pense, pour les comptas ici, qui s'appelle Free, avec plein d'E. Bon, il n'y a pas plein d'E, en fait, il y a 3 E, donc c'est Free. Voilà. Peut-être que j'ai dit un E en trop, mais il y a F-R-E-E-E. Et bien, pourquoi j'ai fait ça, finalement? Parce que je suis maso? Non, pas pour ça. Finalement, vu qu'ils ont une app, voilà, pour téléphone et pour desktop, on peut traduire assez facilement via... Google Translate sur desktop, vous savez, il y a un petit outil, vous êtes dans Chrome, puis vous pouvez traduire automatiquement les infos. Et même s'il faut l'avouer, il y a une partie de leur app en desktop qui est genre en mode site web, et le reste c'est une genre d'application qui est appelée dans le site web. Du coup, c'est pas du web natif. Google il peut pas traduire ce qu'il y a dans l'app il va pas vous proposer l'outil pour pouvoir traduire en direct dans votre navigateur certaines parties de l'application. Celles qui sont en web natif ça va, mais dès que c'est une application qui est appelée à l'intérieur, il est pas capable de le faire. Mais du coup, c'est pas si grave que ça, parce que vous pouvez quand même sélectionner facilement les textes. Vous savez, parfois il y a des apps où on peut pas sélectionner, on peut pas copier-coller. Du coup, c'est super relou. Et bon, si ça avait été ça, franchement, ça aurait été l'enfer. Mais là, on peut sélectionner tous les textes, etc. Donc ça prend un peu de temps. Ça va pas faire une traduction automatique de toute la page, mais vous pouvez traduire étape par étape. Et du coup, via Google Translate, vous faites copier, puis vous allez sur un onglet Google Translate, coller, puis voilà, vous avez votre traduction. Du coup, ça fonctionne. L'app fait quand même très moderne, dans le sens, c'est un logiciel de compta, hein, les gars, hein, on va pas non plus, on vend pas du rêve, hein, c'est pas un truc avec plein de couleurs, des trucs flashy, des waouh, et puis des Megumi en mode kawaii, regarde, prends mon logiciel de compta, et puis des trucs animés. Bon, c'est un logiciel de compta, donc c'est pas non plus, c'est pas la fête à la maison, quoi. Mais ça reste quand même très moderne, dans le sens où ça ressemble beaucoup à ce que pourrait faire une start-up en Europe. Voilà, et au Japon, c'est super rare, hein, le côté moderne. Voilà, c'est pas un truc qu'ils connaissent, quoi. J'ai lu une discussion il n'y a pas très longtemps d'un mec qui travaille dans une entreprise japonaise. Il faut savoir que tout se fait sous Excel. Mais quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire qu'ils utilisent Excel comme vous ne devriez pas l'utiliser. Voilà, Excel, c'est pour faire des macros, c'est pour faire des tableaux, c'est pour faire des calculs, de la compta, des graphiques, des trucs un peu, voilà. Mais eux, ils utilisent Excel pour gérer les projets. Donc ils vont mettre ou pour faire des comptes rendus de réunion. Pourquoi tu fais ça? Enfin, c'est pas fait pour ça. Genre, tout est dans Excel. Donc ils ont des fichiers Excel qui sont immondes, avec 75 milliards de trucs dedans qui ne devraient pas être là-dedans. C'est limite s'ils vont pas chatter dans Excel. Hein. Ils en sont pas très loin, je pense. Hein. Donc c'est le Japon, voilà, le pays du futur des années 80, comme je le dis à chaque fois. Bref, enlevez-vous de votre tête que le Japon c'est le pays du futur. Oui, il y a des trucs futuristes, il y a des trucs rigolos, il y a des trucs qu'on n'a pas chez nous et qui font très moderne, mais dans la vie de tous les jours, le Japon c'est super old school, et encore plus dans les trucs qui sont le futur pour nous, quoi. Je veux dire, Internet, je sais pas, l'AI, là ils ont découvert ChatGPT, j'ose même pas savoir comment ils utilisent ChatGPT, hein. Je pense que ça va être la rigolade. Il y a plein de bouquins pour savoir comment utiliser ChatGPT. Alors, déjà, des mecs qui écrivent des livres pour t'expliquer comment écrire ChatGPT, t'as envie de te dire, est-ce que t'as compris le principe de ChatGPT? Parce que finalement, t'as juste besoin d'aller sur ChatGPT pour qu'il t'explique. Tu peux lui demander, tiens, comment je dois t'utiliser? Voilà, je sais pas. C'est le principe de ChatGPT, c'est qu'il est là pour t'aider. Mais non, les mecs ont écrit des bouquins. Bon, après, il n'y a pas de petits revenus, de petites façons de gagner de l'argent. Hein. Mais bon, voilà. Sachez que ici, c'est pas la modernité qu'on vous vend, c'est pas le pays. On vit pas dans le futur. Hein. Genre, je vais pas vous expliquer comment va être votre vie dans 20 ans. Hein. Clairement pas. Je peux vous expliquer comment était votre vie dans les années 80 par contre. Ça, j'ai pas de soucis. Mais bref, les sites internet au Japon, vous le savez, hein, c'est ma tare, c'est mon truc, je déteste ça. C'est de la merde. Voilà, en généralise, hein, il y a 1, 2, 3 sites qui sont pas mal. Et justement, celui-là, franchement, il pourrait ressembler à une application qu'on aurait chez nous. Presque, mais c'est quand même, franchement, c'est bien. Je vais pas lui cracher dessus parce que j'ai utilisé des logiciels de compta en France et franchement, il a rien à lui envier. C'était quand même assez cool. Par exemple, pour vous dire, je trouve qu'il est bien fichu. Pour mes impôts, quand on est arrivé à la date des impôts, il y avait en haut du site tout un récap de ce que je devais faire étape par étape, puis avec un peu de design quand même, quoi. J'étais pas trop austère. Et puis on pouvait suivre pas à pas les informations. C'était visuel, c'était simple, c'était efficace et vraiment très didactique. Ce qui est quand même assez rare au Japon. Bon, il y a des trucs quand même qui sont un peu vieillots tout de même. Hein. Par exemple, ils ont un éditeur de template de facture qui permet pas de faire vraiment ce qu'on veut. Mais bon, les factures sont très normalisées.
Puis bon, le japonais n'aime pas le côté foufou, donc je pense que si je lui faisais une facture avec un truc plein de pages, avec des logos partout, puis un truc très design et tout, etc., le comptable japonais aurait sûrement une syncope. Donc restons dans des trucs basiques qui fonctionnent. Mais surtout, pour gérer mes impôts, bah, ça m'a fait gagner un temps fou, clairement. Même si ça m'a pris du temps, mais on y reviendra après. Mais j'ai quand même gagné beaucoup de temps avec ce logiciel. Car en gros, le logiciel vous fait un genre de step questionnaire en 5 étapes. Au début, il va vous demander de vérifier que vous avez bien enregistré tous vos paiements, que vous les avez liés aux factures, que vous avez bien renseigné vos dépenses, comme dépenses de votre société, tout en reliant, voilà, ça vous le faites en reliant avec votre compte en banque, comme je vous l'ai dit, au logiciel, et qui du coup va suivre l'activité de votre compte et proposer d'identifier ceci petit à petit. Donc logiquement, vous faites ça au cours de l'année, pendant toute l'année, à chaque fois que vous allez sur votre logiciel tous les mois, puis vous rentrez vos informations. Alors un truc que j'ai pas dit aussi, c'est qu'ici, sauf si j'ai mal fait les choses, en France, quand vous êtes entrepreneur, tous les mois, vous devez déclarer à l'URSSAF combien vous avez gagné. Au Japon, vous le faites juste une fois par an. Si vous avez, je crois que ça commence à partir de février, si je dis pas de bêtises, jusqu'au 15 mars pour déclarer vos impôts de freelance. Donc, vous n'avez pas à aller déclarer tous les mois votre activité, etc., comme on le fait en France. Là, vous faites votre vie, vous faites votre logiciel comptable, vous pouvez le suivre et tout, mais vous pouvez avoir du retard, ou vous pouvez tout faire à la fin. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez, c'est pas un conseil, hein, mais vous pouvez régler toute votre facture, faites toute votre compta à la fin, puis tout va lier. Mais si vous le faites au fil de l'eau avec le logiciel, du coup, le jour des impôts, il y a beaucoup moins de trucs à faire. Voilà, donc je conseille de le faire plutôt petit à petit. Puis c'est des choses très simples, hein. Vous allez utiliser le logiciel pour faire des factures, pour les envoyer. Il va les stocker, vous suivez les statuts dans le logiciel. Donc par exemple, quand la facture est envoyée, vous le passez en envoyé. Quand la facture a été validée, vous le passez en validé. Quand la personne vous a payé, vous passez la facture en paiement. Et puis là, du coup, sur le compte, il va vous dire j'ai vu que tu avais reçu tant d'argent, est-ce que tu veux le relier à une facture? Tu vas dire, oui, ça c'est la facture numéro machin. Donc il vous fait votre journal comptable très facilement comme ça. Et donc, l'avantage de logiciel free aussi, c'est qu'il va envoyer tout pour vous. Il va s'occuper de vous envoyer, vous n'allez pas avoir besoin d'aller sur le site des impôts pourris, où vous allez avoir plein... Imaginez un vieux formulaire dégueulasse, hein. Le Japon adore les vieux formulaires dégueulasses avec 75 milliards de cases, où tu comprends rien, qui sont des cases limitées, c'est vraiment mal foutu. Le site des impôts, c'est ça, c'est un formulaire papier. Les vieux formulaires des impôts qu'on avait avant, encore plus dégueulasses chez nous en papier, ils le reproduisent sur internet, quoi. En gros, tu vas remplir les mêmes cases, c'est le même design, il n'y a rien de didactique, il n'y a rien de genre tiens, on est sur internet, on pourrait te faire des trucs étape par étape pour que tu comprennes. Non, c'est vraiment à l'ancienne, quoi. C'est le Japon de l'an 80, quoi. Mais maintenant. Donc du coup, l'avantage c'est que là, quand tu vas faire sur Free, lui il va tout envoyer, puis toi tu vas tout faire sur Free en fait finalement, et puis toi du coup tu n'iras pas sur le site des impôts, donc tu n'auras pas ce mauvais côté de rien comprendre, et puis genre c'est compliqué à remplir. Un ami à moi, donc je vous l'ai dit, à Fukuoka, qui utilise la solution 2, le logiciel pour Gaijin, lui il doit tout se taper sur le site des impôts. Il doit rentrer son journal, toutes les factures, etc. Et ce qu'il a à déduire. Et le site des impôts japonais, comme je vous l'ai dit, c'est pas funky. Et là, c'est Free qui s'occupe de faire tout ça. Bon, bien sûr, vous allez devoir rentrer les informations aussi dans Free, hein, mais c'est beaucoup plus intuitif. Il y a par exemple dans l'étape 1, vous faites une récap de vos infos personnelles, donc il a déjà toutes les infos qu'il a sur vous, il les a déjà mises, puis vous devez juste compléter les infos que vous n'aviez pas mis ou alors qui manquent. Par exemple, j'ai dû rentrer mon My Number parce que je ne l'avais pas mis quand je m'étais inscrit à Free la première fois. Mais voilà, il y a quelques infos à vérifier, etc. C'est des informations personnelles et des informations de votre société. L'étape 2, qui est un peu plus complexe, mais pas vraiment, c'est remplir les informations des dépenses & co. Là, Free récupère déjà le journal, donc votre journal comptable, que vous avez fait au cours de l'année. Donc il va juste vous dire de vérifier que les informations sont bonnes, que vous avez bien noté toutes les rentrées d'argent, que vous les avez bien liées aux bonnes factures, que les sorties d'argent c'est bien ça, etc. Puis il va vous poser une série de questions simples, avec des explications là aussi qui sont simples. Sans doute, hein, il y a quand même, faut traduire avec le japonais, plus il y a le monde de la compta qui parfois, ou l'administratif qui est un peu des questions, vous dites qu'est-ce qu'il veut dire là-dessus, mais franchement c'est quand même très didactique je trouve. Vous allez répondre à chaque fois par oui ou par non, tout simplement. Et si vous répondez oui, vous pourrez déplier une petite zone pour entrer les informations précises qui vont être liées à cette question. Les questions sont là en gros pour savoir si vous avez quelqu'un à charge par exemple. Si vous êtes marié et que votre Megumi ne travaille pas, vous pouvez déduire. Donc là ils vont vous demander, si vous dites non, vous passez à la question suivante. Puis si vous dites oui, sûrement qu'ils vont vous poser des questions en disant c'est quoi le nom de ta Megumi, elle s'appelle comment, elle est née quand, c'est quoi son My Number, elle n'a pas de revenus, oui, non, etc. Voilà, truc classique quoi. Il va vous demander si vous payez déjà une assurance, si vous avez payé la taxe de la ville, si vous avez une activité de salarié. Et ce point-là, moi, me faisait peur. Parce que je me doutais que ça allait être compliqué de rentrer mes infos salariés. Parce que je suis salarié, puis je paye déjà mes impôts en tant que salarié. Là, j'ai rien à faire, c'est ma société qui s'en occupe. C'est comme en France, tous les mois, c'est prélevé. Et puis, voilà. Puis moi, la société, après, m'envoie un récap, et puis c'est fini en fin d'année. Puis le récap, je comprends rien, parce qu'il y a plein de chiffres, il y a plein de termes techniques que je connais pas, qui sont en plus en japonais.
Donc bah, je sais juste, puis j'ai rien à payer en plus, ou parfois même, pour l'instant, ce qui m'est arrivé sur les 2 ans, c'est souvent que j'ai payé un peu trop, et du coup qu'ils m'ont fait une petite déduction. Mais voilà, il n'y a rien de... La déduction, je la vois dans mon salaire finalement. Directement, en fin d'année, j'ai un petit plus sur mon salaire qui est bah, les impôts que j'ai payés en trop, quoi. Mais bon, ça me faisait quand même peur, parce que bah voilà, on est de payer les impôts en double. J'avais peur de payer les impôts en double, de mal remplir mes informations, puis qu'ils comprennent pas que j'ai déjà payé mes impôts. Parce que bah, du coup, c'est normal, en tant que freelance, il faut quand même que je dise que j'ai gagné de l'argent. Parce que bah, sinon, ils peuvent se dire, bah tiens, il a gagné que ça dans l'année, bon, bah on va pas lui faire payer d'impôts, parce que finalement, il a facturé 1000 euros, il a eu que 1000 euros de revenus dans l'année, on va pas lui faire payer d'impôts. Sauf que bah, en tant que salarié, j'ai pas que 1000 euros, j'ai tous les mois, j'ai un salaire, et tu rajoutes à ça, donc bah, forcément, je suis taxé plus, ce qui est normal. Voilà. Donc il faut rentrer toutes ces informations. Et moi, ça me faisait peur, voilà, de faire une connerie et puis d'oublier quelque chose ou de mal faire quelque chose. Parce que, bah, oubliez pas, on est au Japon, tout est en japonais, plus vous rajoutez administratif. Bah voilà, c'est quand même un sacré combo gagnant pour rien comprendre et faire une connerie. Mais là, au final, bah, franchement, c'était super simple. Pour vous donner un exemple, dans la partie où je devais rentrer mon salaire, ils ont vraiment fait ça bien. Alors, ils m'ont demandé, est-ce que tu es salarié à côté? J'ai fait oui. Puis là, du coup, j'ai déplié le petit espace. Et là, j'avais un screenshot d'un papier récap de vos impôts en tant que salarié, que mon employeur m'avait envoyé justement. Donc, j'ai pu reconnaître le papier en me disant, ah oui, tiens, ce papier-là, il me semble que je l'ai vu passer. Et il y avait donc des cases numérotées. Donc, c'était vraiment un screenshot basique. Et puis, en disant, voilà, cette case-là, c'est la case 1. Un peu plus loin, il y avait la case 2. Genre, en bas, ils mettent la case 3. Puis, il y a plein de cases qui ne sont pas numérotées. Voilà. Avec des champs. Et puis, du coup, après, vous trouvez en dessous de ce screenshot bah, toutes ces cases 1, 2, 3, 4, 5 que vous devez remplir. Alors moi j'avais peur que le papier ne corresponde pas, donc j'ai pas les mêmes infos, car vous imaginez que retrouver les bons kanji, s'il vous dit il nous faut le kikulka, je sais pas quoi, enfin un nom de truc technique administratif, puis c'est quoi le kikulka, ouais ok, attends ça correspond à quoi? Déjà même en France ça peut être compliqué, alors imaginez-vous quand c'est dans une langue que tu parles pas, j'avais peur vraiment de me dire putain si c'est pas le bon truc je vais galérer pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent quoi, qu'est-ce qu'ils veulent, puis où je trouve ces infos finalement, sur quel papier j'ai trouvé ça. Mais bon, j'ai eu de la chance parce que c'était exactement le même papier que j'avais reçu quelques semaines auparavant. Donc bah, c'était très simple. J'avais juste à recopier les cases qu'ils m'ont indiquées. Là où j'avais, bah, ils m'ont dit tiens, il faut que tu rentres la case 1, la case 5, la case 6. Donc je regardais mon papier, je fais ok, la 1 c'est celle-là, la 6 c'est celle-là. Et donc en 2 minutes c'était fait. Donc bah, c'était vraiment super simple et vraiment j'ai dit bravo parce que bah, moi c'était vraiment un truc qui me faisait peur et bah, c'était très simple. Et les étapes suivantes bah, sont des récaps. Vous pouvez télécharger les papiers par exemple qui sont pré-remplis, donc comme si vous l'aviez fait à la main par exemple, donc vous aviez rempli tous les papiers à la main. Vous pouvez, avant de les télécharger, vous pouvez les vérifier, voire les modifier directement. Donc, plutôt de repasser par le questionnaire, vous pouvez regarder le papier puis dire attends, là c'est pas le bon chiffre, ou ah bah mince, attends, je me suis trompé. Donc, tu peux changer le formulaire en PDF. Bon, j'avoue que moi, c'est le truc qui me ferait peur parce que c'est un vrai formulaire à l'ancienne où je comprends rien. Mais du coup, tu peux le faire. Et après, tu peux tout retélécharger pour garder une trace pour toi. Puis vient le moment chiant, voilà, il y a eu un moment chiant quand même dans tout ça, c'est quand j'ai dû relier mon compte Free à mon My Number et à l'e-tax, l'e-tax qui permet de payer ses impôts. Alors je reviendrai sur les galères là-dessus, mais en gros, Free vous donne un QR code qui vous fait installer l'appli My Number, donc c'est une appli qui est liée pour ça, puis vous avez un site web MyPortal qui utilise l'appli My Number que vous allez installer. Ah, c'est pas très clair, mais bah, c'est peut-être pas très clair pour moi non plus. En gros, pour se connecter, vous allez utiliser ça. Puis une fois que vous êtes connecté sur le site, via l'appli, donc vous allez sur le site, vous cliquez sur Login, ça vous amène sur l'appli qui vous ramène sur le site, pratique. Vous devez relier et vous faire un compte à l'e-tax en utilisant encore une fois l'appli qui sert d'appli de connexion pour vous connecter à un site web. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Mais ça prend toujours un peu de temps, ce genre de truc, parce qu'en japonais, bah voilà, c'est un peu compliqué d'arriver à tout comprendre. Et une fois que tu as relié que tout a été relié, donc tu as fait ton MyPortal, que tu as pu te faire ton compte sur e-tax via cette appli, puis via les sites web, ben en fait sur Free, tu vas utiliser un QR code pour te connecter à une nouvelle appli, ouais, ils aiment qu'on télécharge les applis, que tu as installée, que tu as préinstallée, qui va permettre, une appli Free, une autre appli Free, qui va te permettre en fait d'envoyer ton dossier pré-rempli aux impôts, et après c'est fini. Donc en gros, vous n'avez pas à aller sur le site des impôts et à remplir. Et si vous êtes déjà connecté à tout ça, bah ça va très vite. Vous allez juste sur le site de Free. Là, je pense que l'année prochaine, par exemple, si je devais le faire, j'aurais juste à me connecter sur l'application Free, là, spéciale, une fois que j'ai rempli mes informations, dire ok, j'envoie ça aux impôts, vu que tout est relié et connecté, pas de problème. Mais là, ça a été plus compliqué que ça. J'ai eu quelques galères pour un truc super con qui arrive souvent au Japon. Les heures de fermeture. Ouais. En gros, comme je vous l'ai expliqué sur le site de MyPortal, je devais relier mon compte des impôts. Et pour ça, vous devez utiliser l'app MyPortal. Donc pas le site, hein, mais l'app, qui vous permet de vous connecter ensuite au site. C'est un peu con, mais c'est comme ça que ça marche.
Cette app, en gros, elle sert à taper un mot de passe et scanner via une puce NFC votre carte My Number. C'est pour ça qu'il y a une app et qu'on ne se connecte pas directement sur le site, je suppose. Sauf que, étrangement, quand sur le site, je cliquais sur Login, j'avais un message comme quoi j'avais pas l'app d'installer, qu'il fallait que je la réinstalle, qu'il la voyait pas. Car c'est censé ouvrir l'app quand tu cliques sur Login. Et je l'ai fait, mais rien, toujours message d'erreur, j'ai désinstallé, etc. Toujours ça, donc je comprends pas. Donc j'ai tenté quand même d'ouvrir l'app par moi-même, hein, je suis pas con, je me suis dit je vais essayer comme ça, et de me connecter. Et en retournant sur le site, au miracle, ça marche, j'étais connecté. Alors je me suis dit, bon bah chouette, c'est cool, ça fonctionne. Ça m'a pris un peu de temps pour comprendre ça, mais ok, ça fonctionne. Je continue mon parcours du coup, et comme je vous l'avais dit, bah, il fallait que je fasse un compte sur l'e-tax maintenant, via le site MyPortal. Et donc la première chose qu'on vous demande quand vous allez sur l'onglet e-tax pour vous faire sur le site MyPortal pour vous faire un compte, bah, il vous dit, ah il faut que tu te connectes. Bah, je suis déjà connecté. Ah non, mais il faut que tu te connectes. Bon, bah ok, je vais me connecter. Donc bah, vous cliquez rebelote sur l'app, parce qu'il faut se connecter via login via l'app, et rebelote, il te dit, ah l'app est introuvable. Ah, tu dis, ah putain, c'est pas possible. Mais bon, pas grave, je vais faire comme tout à l'heure, je vais ouvrir l'app et retourner sur la page ensuite, et puis ça va marcher. Donc je vais sur l'app, je scanne ma carte, cool, ça marche, blabla. Je retourne sur le site, et là, bah, il me redirige à nouveau sur la page d'accueil du MyPortal, et donc m'enlève de la partie e-tax. Bon, ok, bah, c'est pas grave, il m'a logué, donc c'est pas grave. Je vais retourner vers la création du compte e-tax, et ah bah non, vous devez aller sur l'app pour vous loguer. Mais je suis déjà logué. Ouais, mais non. Bon, ah, ok, tu cliques, et puis là, il te dit quoi? Ah bah l'app n'est plus dispo. Elle n'est pas disponible, j'arrive pas à la trouver. Donc bref, rebelote, c'est le serpent qui se mord la queue, impossible, ça marche pas, on peut pas se connecter. On est lundi après-midi, je teste, je cherche, je perds au moins 1 ou 2 heures pour essayer de me dire putain mais pourquoi ça marche pas, qu'est-ce que je fais de mal, est-ce que c'est à cause d'une version de l'iPhone, est-ce qu'il y a un truc, enfin, voilà, vous cherchez plein de trucs, ça me saoule, je perds beaucoup de temps. Puis ma copine trouve sur un forum japonais un Juichi qui gueule parce qu'il peut pas se connecter, comme moi, même erreur. On lui répond on peut pas se connecter, etc. Faut que on trouve pas ton appli, etc. Donc Juichi il est pas content, il dit mais c'est quoi ce bordel, je peux pas me connecter, pourtant tout marche, je comprends pas, qu'est-ce qui marche pas, blablabla. Et en fait quelqu'un lui répond ah mais oui mais on peut pas se connecter les lundis, les samedis et dimanches. Hein? What? Oui, vous avez bien entendu. Quand les bureaux sont fermés, on peut pas se connecter sur le site en ligne. En gros, il y a un Juichi le vendredi soir, quand il se barre du bureau, service des impôts, MyPortal, je sais pas où, qui éteint son ordi, hein, parce que c'est sûr, il faut sauver la planète, c'est important, mais qui se dit aussi, attends, il y a l'ordinateur des serveurs là-bas, et si j'éteins mon ordi, il faut que j'éteigne tous les ordinateurs, et puis on éteint bien la lumière, donc on va tout débrancher. Donc il débranche tout, voilà. Il débranche le serveur sûrement, il débranche les apps. Mais qui fait ça? Dans quel monde faisons ça? Enfin, qui éteint les ordinateurs ou les serveurs quand ils partent du bureau? C'est la première fois que j'ai été, c'est pas la première fois pardon que j'ai été confronté à ça. Hein. Par exemple les ATM, il y a certaines banques qui sont pas ouvertes après 17h. Mais les ATM, tu vois, je veux dire, c'est pas la banque en elle-même. L'ATM, tu peux pas y aller parce que c'est 17h. Bah non, c'est le week-end. Parce que les bureaux sont fermés. Donc l'ATM aussi. C'est un ATM, c'est un robot, c'est un truc automatique. Si t'as pas besoin qu'il y ait quelqu'un là, c'est fait pour ça. Ah non, il est pas accessible. Moi, je commence vraiment sérieusement à penser que dans les ATM, ils ont des gars qui distribuent l'argent, en fait. Le pays des robots du futur, hein, comme on disait. Hein. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment un gars dans l'ATM, puis quand tu lui dis, ah, je veux 10 000, il est en train de regarder dans un portefeuille, attends, faut que je sorte la pièce, faut que je mette le 10 000 dans le bac. Et toi, t'as l'impression que, tu sais, genre, tout est automatisé, alors qu'en fait, il y a juste un mec à l'intérieur de l'ATM, quoi. Mais c'est juste fou, voilà. Et donc, je me suis dit, ouais, bon, ok, mais c'est quand même fou que tous les lundis, samedis et dimanches, tu puisses pas te connecter au site des impôts, quoi. Alors, c'est pas vraiment pas te connecter au site des impôts. C'est un peu plus perfide que ça. C'est de pouvoir utiliser cette app-là et de faire se créer son compte, parce que tu peux te connecter aussi des impôts, mais pas faire cette démarche-là. Encore une fois, c'est tellement con. Puis, ils te mettent pas un message clair. C'est-à-dire que si tu avais mis un message en disant attention, impossible de faire ça le lundi, le mardi et le dimanche, parce que c'est des maintenances, etc. Bon, au moins tu le sais. Là, ils te mettent juste un message comme quoi, en fait, c'est technique, ça fonctionne pas chez toi, quoi. Alors que non, en fait, c'est juste eux qui sont pas ouverts ces jours-là, quoi. C'est comme si, par exemple, on te mettait une porte et qu'on te disait attends, tu sais pas ouvrir la porte. Alors qu'en fait non, c'est juste que la porte elle est fermée tous ces jours-là habituellement, c'est pas un problème que toi tu sais pas comment tourner pour ouvrir la porte, c'est juste que la porte est fermée, voilà, tout simplement. Donc c'est très très con, voilà. Mais c'est le Japon, hein, ils sont très forts pour ce genre de conneries. Donc voilà, c'était bien ça parce que je retente le mardi et là j'avais plus de message d'erreur, comme quoi mon app n'était pas linkable. Même s'il aurait pu juste encore une fois mettre un message pour dire qu'on pouvait pas se connecter, et ça aurait été beaucoup plus simple. En gros, si on résume, c'est comme si vous alliez à Amazon, hein, sur Amazon.com, et qu'on vous disait « Ah, vous pouvez acheter de 8h à 18h. » Puis après, on ferme. Bah oui, parce que les gens, ils rentrent chez eux quand même. C'est la nuit, quoi. Et puis là, il y aura un mec qui fait « Ah non, pardon, je vous ai dit 18h, mais en fait, c'est 17h parce qu'il y a Jean-Luc du paiement, en fait, qui finit son boulot plus tôt. Donc du coup, après 17h, tu peux pas acheter. » C'est tellement ridicule, mais bon. C'est le monde merveilleux des sites web japonais. Hein, il faut le savoir, c'est comme ça. Donc bref, j'ai passé beaucoup de temps pour ces problèmes de connexion, mais une fois réglé, ça a été très simple. Free à la fin vous fait un récap de combien vous allez payer d'impôts, et logiquement,
avec e-tax, mon compte en banque est relié, ils pourront prélever si tout va bien et si j'ai tout bien compris. Voilà, je croise les doigts, hein, parce que parfois on est sûr, on dit c'est bon, j'ai fait tout ce qu'il fallait, il m'a dit que c'était ok, puis bon, finalement les mecs vont te contacter en disant oui, on n'a jamais pu, vous avez jamais payé. Ah, et bah si, parce que c'était ah bah non, ok, d'accord. Donc on verra, peut-être que j'aurai une mauvaise surprise dans quelques mois. Et donc vous pouvez aussi simplement remplir les papiers à la main et aller à votre centre des impôts, donner les informations si vous voulez. Alors je dis simplement, mais bon, amusez-vous à remplir les papiers à la main. À savoir qu'ici les impôts, donc comme je vous l'ai dit, sont à fournir le plus tard le 15 mars. Donc vous avez un peu de temps et puis vous pouvez préparer tout ça. J'ai pas de TVA aussi à déclarer, et il n'y a pas de TVA à déclarer, donc t'as pas atteint un certain limite de 10 millions d'yens, si je dis pas de bêtises. Donc ça laisse de la marge pour faire un peu d'argent. Ça doit faire dans les 64 chiffres d'affaires, et c'est à déclarer que si vous dépassez ce chiffre d'affaires 2 années consécutives. Donc ça laisse de la marge pour déclarer sa TVA, ça fait moins de choses compliquées à faire. Donc pour du freelance d'appoint, c'est vraiment très simple à gérer. Bien sûr, ça va vous prendre du temps à cause du full japonais et de termes administratifs qu'on comprend pas toujours, hein, forcément. Mais un logiciel comme Free fait vraiment gagner du temps. Là, ça fait un peu le mec qui s'est fait sponsoriser par Free, mais bon, vous vous doutez, ils sont japonais, ils savent pas qui je suis, ils en ont rien à branler. Puis sponsoriser un podcast Explore Japon pour les comptables, je pense que ça leur serait pas très rentable pour eux. C'est juste que j'ai été content, parce que pour une fois que je trouve un logiciel qui fonctionne bien, bah, il faut le dire, hein, parce que je suis souvent en train de râler sur les sites japonais. Et franchement, si j'avais pas eu le bug du fermer le lundi là pour les applications de MyPortal, e-tax, des impôts, bah ça aurait roulé vraiment super bien. Et pour l'instant, moi je suis freelance en mode super basique, hein, comme vous l'avez vu. Hein. J'ai facturé une facture de 1000 et quelques euros pour le tourisme et une centaine d'euros pour les photos. Donc voilà, et en plus techniquement, les photos je les ai pas déclarées parce qu'ils m'ont payé en 2024, donc ça sera pour l'année prochaine. Mais je pense qu'une fois marié et bien installé, bah, je passerai sûrement en full freelance. J'arrêterai de passer par le portage pour avoir mon visa, et je passerai donc dans un visa mariage qui sera plus bénéfique, je vous l'ai déjà expliqué, pour moi que le portage, parce qu'ils me prennent beaucoup d'argent, puis bah là du coup j'aurais pu à payer le service. Et du coup je vais essayer la prochaine fois, quand je serai bien installé, que je serai freelance, full freelance, c'est-à-dire que mon activité principale repassera en freelance, bah, du coup je vais essayer de déclarer plus en profondeur, en utilisant le fameux Blueform, parce que cette année, bah, j'ai rien déduit, mais vous pouvez déduire une certaine somme de vos dépenses. Par exemple, vous pouvez déclarer l'achat d'un ordinateur pour le travail, vous pouvez déclarer l'achat d'un vélo pour aller au boulot, vous pouvez déclarer votre électricité si vous travaillez de chez vous, votre téléphone. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas faire passer 100% de votre électricité, hein, mais vous pouvez déclarer une partie parce que bah, vous faites du télétravail et puis votre bureau finalement c'est votre maison, et donc ça vous pouvez. Moi, je ne me suis pas penché sur la question cette année, donc j'ai pas le chiffre exact, mais de ce que j'ai pu comprendre, on en avait parlé un peu avec mon ami de Fukuoka, vous pouvez récupérer jusqu'à 80 man, ce qui est l'équivalent de 5000 € sur vos impôts. C'est quand même pas négligeable. Attention, hein, croyez pas que vous allez récupérer systématiquement 5000 € parce que vous avez déclaré l'achat de votre ordinateur, de machin et tout. Hein. C'est une déduction sur certains frais, suivant votre chiffre d'affaires, je suppose, et suivant aussi si vous utilisez un logiciel de compta agréé ou non. Donc c'est aussi pour ça que c'est important d'utiliser un logiciel de compta japonais, parce que si vous n'utilisez pas un logiciel de compta agréé, vous pouvez déclarer des choses pour avoir une réduction d'impôt, mais c'est beaucoup plus petit. Ça va être une somme qui est beaucoup plus basse. Je ne sais plus combien, mais je me demande si c'est pas 5000 man ou un truc comme ça. Donc voilà, vous pourrez récupérer peut-être une centaine, 200, 300 €, 400, j'en sais rien, 500, mais ça sera pas fou non plus, quoi. C'est toujours ça, mais c'est pas fou. Donc autant essayer de passer à la mode warrior et d'utiliser un logiciel japonais, surtout si vous êtes un vrai freelance avec un gros chiffre d'affaires. Et de mon mémoire, donc voilà, comme je disais, mon ami, lui, il n'a pas le logiciel, et du coup, c'est ça. Je crois qu'il peut déclarer jusqu'à 10 man ou 5 man max. Donc, du coup, ça vous fait pas énorme à pouvoir récupérer comme argent derrière. Mais ça peut valoir vraiment le coup. C'est sûr que quand je serai full freelance, j'en profiterai. Hein. Faut pas être débile, ça fait partie des réductions. Faut pas se dire non, c'est chiant et tout, etc. Faut se prendre un peu la tête là-dessus sur le Blueform que j'ai pas fait cette année, donc peut-être que c'est un peu plus compliqué. Mais bon, je pense que Free fait ça bien. Faut garder les factures, faut prendre en photo les factures, je suppose. Et puis après, suivant ça, vous pouvez avoir une bonne déclaration, une bonne comment on appelle ça, une réduction d'impôt qui serait pas négligeable du coup. On va pas cracher dessus, encore une fois. Hein. Là, vous savez, par exemple, c'est ce qui m'a permis de venir avec le portage, c'est que mon entreprise paye le loyer. Moi, je leur paye le loyer, c'est-à-dire qu'ils me prennent l'argent après sur mon compte, ils me prennent mon argent pour le loyer, mais c'est eux qui payent le loyer directement, ce qui me permet de baisser en fait mes impôts, mes charges, après au final, mes impôts globaux. Donc voilà, du coup, c'est un peu une amélioration fiscale que j'ai fait, c'est légal, hein, mais c'est une amélioration fiscale qui permet, en gros, quand votre employeur paye votre logement, vous, du coup, votre brut, il est plus bas, parce qu'après, lui, il prend l'argent, et c'est pas compté dans les taxes. Donc, du coup, c'est tout bénef pour moi.
Ça m'a permis de, par exemple, sur mon logement, je pense que j'économise, sur un logement à 900 euros, je pense que ça me fait réduire de 400 euros les taxes. Donc, c'est pas négligeable, mais bon, à côté de ça, je paye 900 euros la société tous les mois pour le service. Donc, bon, bah, voilà, ça me fait gagner de l'argent, mais c'est pas comme si je gagnais vraiment 400 euros. Hein. C'est juste que j'en perds pas autant. Voilà ce qu'on va dire. J'en perds pas autant. Mais voilà, là, c'est aussi des choses que vous pouvez faire. Alors, peut-être pas faire pour le logement, mais vous pouvez déduire plusieurs choses, et puis bah, du coup, ça peut faire un petit bonus qui n'est pas négligeable et qu'il faut faire, je pense, surtout quand c'est votre activité principale, c'est quand même important de le faire. Autre chose à savoir, si la compta, ça vous fait peur, si vous dites, ah non, mais moi, je veux pas faire tout ça, etc., ou si vous avez vraiment une entreprise avec un très gros chiffre d'affaires, donc déjà, je pense que le freelance doit y avoir une limite quand même de chiffre d'affaires, comme pour la France, vous devez sûrement passer après au moment d'une société, puis il y a sûrement d'autres avantages en étant une société, si vous avez un chiffre d'affaires qui est plus grand, mais là j'avoue je me suis pas penché sur la question. Mais vous pouvez prendre un comptable aussi, hein. Il y a des comptables avec des comptables qui parlent anglais, qui parlent japonais, puis qui va vous faire vos impôts. Vous allez devoir le payer, c'est sûr, mais comme ça vous avez l'esprit tranquille, puis peut-être que lui il arrivera aussi à trouver, si vous prenez un bon comptable, hein, il est censé trouver justement de bonnes optimisations pour vous faire gagner de l'argent, pour payer moins d'impôts, etc. Donc ça peut aussi valoir le coup, a priori, c'est une option qu'il ne faut pas mettre de côté, qui peut être bien. Moi j'ai préféré le faire moi-même pour l'instant, parce que surtout, comme vous l'avez vu, hein, j'ai déclaré 1000 et quelques euros, donc ça m'aurait coûté plus cher de prendre un comptable, je pense. Je pense que le comptable m'aurait pris au moins 500 euros ou je sais pas combien, donc bon, finalement, je n'aurais pas gagné grand-chose, mais quand vous commencez à avoir un vrai chiffre d'affaires, c'est un service qui peut valoir le coup pour ça, puis ça vous évite d'avoir plein de problèmes, puis sûrement de gagner de l'argent. Donc voilà pour le côté freelance, encore une fois, c'est mon freelance, qui est un freelance qui est très basique pour l'instant. Sûrement que l'année prochaine, ou je sais pas encore si l'année prochaine j'aurai eu le temps d'être vraiment full freelance, mais quand je deviendrai full freelance et puis que j'aurai quelques années d'expérience dedans, je pourrais vous refaire des émissions pour vous dire tiens, le Blueform ça marche comme ça, qu'est-ce qui se passe, sûrement des trucs qui vont m'arriver que j'ai pas prévu, donc il y aura sûrement, on reparlera du freelance parce que à terme, a priori, je vais être full freelance, voilà, je vais clairement être full freelance, je vais pas créer ma société non plus, même si c'est un peu une société à votre nom, mais je vais pas créer une vraie société pour l'instant, parce que je pense que j'ai pas assez de revenus pour ça, mais voilà, ça va me permettre de faire ça, puis ça va vous permettre de faire un complément, et c'est pas si compliqué que ça, je trouve que c'est moins compliqué qu'en France, en tout cas pour faire du complément, la création, ça va très vite, les impôts, c'est comme chez nous, c'est pas si compliqué, mais surtout, il n'y a pas besoin de le faire tous les mois, etc., et puis après, pour la facturation, c'est de la même façon, c'est à peu près les mêmes règles. Avoir un compte en banque, bref, il n'y a rien qui pour l'instant diffère de fou. Enfin, c'est pas foufou les différences. Et ça se fait quand même assez easy. Donc, si vous vivez au Japon, si vous êtes salarié ou autre, même en étant étudiant, je suis pas sûr qu'en tant qu'étudiant on peut être freelance, mais je pense quand même. Je suis pas sûr à 200%. Je sais qu'on peut travailler, mais je suppose que c'est du baito. Je sais pas si vous n'avez pas besoin d'ouvrir un freelance, je pense, quand vous êtes étudiant. Mais voilà, ça vous permet quand même d'avoir des activités puis de facturer de façon annexe. Et c'est franchement pas si compliqué que ça. Il y a eu des emmerdes, il y a des galères, il y a des stress, il y a le japonais, hein, il y a le fait que c'est du langage administratif, même en France, quand vous remplissez vos impôts, parfois vous comprenez pas tout. Bon là il y a ça y est aussi ici. Puis en plus vous rajoutez le japonais, donc c'est de la friction. Mais honnêtement, dans l'ensemble, je trouve que c'était pas si compliqué que ça. J'ai eu les moments là de connexion qui m'ont bien saoulé, mais pour le reste, ça s'est plutôt bien passé. Et puis pour terminer ce podcast, je voulais faire un petit peu de promo, j'en fais pas souvent, mais il y a une chaîne qui s'appelle Musubi, une chaîne YouTube avec Angelo d'Osaka, je vous ai déjà parlé, qui faisait les Japon Safari. Bon, il travaille plus maintenant pour les Japon Safari, il est à son compte, mais il continue de faire guide, et il a lancé une chaîne vidéo qui est plutôt intéressante. C'est pas un influenceur, il fait pas des vidéos influenceurs, des vidéos putaclic ou des vidéos vraiment tourisme Japon, trucs basiques on va dire. Il essaye de faire des vidéos plus de fond, un peu recherchées. On aime pas après les sujets, mais voilà, il y a du travail derrière. J'en avais jamais trop parlé parce que j'aime bien la chaîne, mais je la trouvais pas non plus, il n'y a pas un truc exceptionnel. Mais là, je trouve qu'il a fait un vrai gros boulot de vidéo sur la sortie de Final Fantasy. De Final Fantasy 7, je crois, là, qui a été ressorti. Moi, je suis pas du tout un fan de Final Fantasy, j'ai jamais joué pour vous dire. Ne me lancez pas des petits cailloux. Mais voilà, il a fait ça, il a fait une vidéo et il a fait vraiment une très belle vidéo qui est très recherchée. Il y a beaucoup de travail de fond, il y a aussi beaucoup de travail visuel. Et c'est une vidéo qui se laisse vraiment bien regarder, qui est vraiment un beau travail. Puis je pense qu'il faut encourager les gens qui font plus que Japamania ou des trucs comme ça, les mecs qui se font pas chier, qui se filment avec leurs vidéos où ça bouge dans tous les sens, où tu vois que sa gueule, où il va filmer des petites écolières japonaises, où il va te prendre des vidéos qui sont même pas à lui pour te sortir de la merde sans réfléchir, ou les Louis-San qui racontent de la merde à longueur de journée dans ses vidéos. Je sais que vous kiffez ces trucs comme ça, les Louis-San et tout, et j'arrive à le comprendre. Je peux comprendre parce qu'il fait pas que de la merde non plus. Mais honnêtement, buvez pas ses paroles comme buvez pas les miennes, comme je vous le dis. Hein. Moi, c'est vraiment mon avis personnel et je vous invite vraiment à chaque fois à recouper vos informations, puis pas vous baser sur tout ce que je dis, parce que c'est mon ressenti. Puis je dis de la merde, je dis des conneries aussi parfois parce que je me trompe. Donc voilà, faut prendre ça en compte. Mais voilà, je vois souvent des gens qui boivent les paroles des influenceurs et franchement, il faut pas. Louis San raconte beaucoup de conneries. Les 2-3 fois où j'ai regardé ses vidéos, t'es là, il y a des trucs qu'il raconte qui sont vrais. Hein.
Mais il y a plein de trucs où il te raconte comme genre le mec était genre philosophe du Japon qui connaissait super bien le Japon alors qu'il te dit des merdes mais sans nom, enfin des trucs qui n'ont aucun sens et t'as envie de dire mais mec comment tu peux dire ça quoi. Mais bon voilà, c'est ce qui marche, c'est ce qui fonctionne, c'est ce que les gens veulent, donc bah, ils ont raison, ils font de l'argent et puis tant mieux, c'est pas des gens idiots hein, mais ils ont compris le business, donc tant mieux pour eux. Mais surtout, voilà, ce que je voulais dire, c'est que bah, c'est bien aussi de mettre en lumière des gens qui vont peut-être un peu plus travailler, qui c'est peut-être moins, ça donne moins envie, voilà, regarder comme ça, parce que c'est plus compliqué, c'est plus long, c'est des sujets un peu plus sérieux, ou des sujets qui sont plus pointus. Mais au moins, il y a du travail, il y a un vrai travail derrière, et puis c'est pas genre je me suis filmé 5 minutes, qui est un peu la génération TikTok du moment. Hein. Quand j'ai vu, on m'a montré une influenceuse maquillage qui facture, je crois, 7 000 euros pour faire une vidéo TikTok de 1 minute ou 2 minutes. Et j'ai regardé le contenu de ce qu'elle faisait, son travail. C'est-à-dire que j'y connais rien en maquillage, donc peut-être qu'elle donne des bons conseils et tout, mais j'ai regardé qu'est-ce que c'était ces vidéos. Mais vraiment, il n'y a aucun travail. Elle s'est filmée genre avec à la main. Et tu vois qu'elle n'a pas travaillé derrière son contenu, qu'elle fait un peu à l'arrache, quoi. Il n'y a pas de boulot, voilà, moi mon podcast par exemple, même si c'est pas pro, je travaille pendant 1 heure, j'écris mon podcast. Là tu vois qu'il n'y a pas de travail du tout derrière, c'est vraiment genre, ouais les filles, ouais parce que... et puis bon c'est filmé n'importe comment, et 7 000 euros pour faire ça. Alors oui, il y a des gens qui la suivent, les gens l'adorent, bah tant mieux, elle a raison, mais moi ça me rend un peu triste de me dire que ces gens-là font du contenu qualitatif qui est vraiment très mauvais, mais qui est simple et qu'on peut... bah c'est, vous savez, la fameuse phrase de TF1, la télé pour les cons, enfin je sais plus ce que c'était exactement la phrase, mais qu'en gros, c'était le temps de cerveau disponible, bah, c'est exactement ça, hein. Tous les TikTokers, les influenceurs, etc., c'est ce que vous critiquiez avant sur TF1, en disant « Ah, ils nous font de la merde et on nous prend pour des cons », et tous les contenus, enfin beaucoup de contenus d'influenceurs, pour moi, c'est même pire que TF1 qui mettait quand même un peu les moyens. Là, les gens ne se font vraiment pas chier, ils font des trucs qui sont totalement pourris, puis nous, on regarde, on swipe, on continue, et puis on like, on commente. Et c'est un peu triste, tant mieux pour eux, c'est bien, enfin, tant mieux pour ces gens-là, ils en profitent, ils ont raison, mais du coup il y a des gens qui font du vrai travail, par exemple pas moi, mon podcast je considère pas que c'est un travail de pro, je vais pas dans... c'est vraiment mon avis personnel, c'est mon ressenti, je vais pas faire des recherches, je vais pas à la bibliothèque chercher des informations, chercher des trucs, donc je me considérerais pas comme un travail de pro. Mais voilà, il y a des gens qui font vraiment du travail de fond, ils ont pris du temps pour faire ça, puis bah souvent ça passe à la trappe et je trouve ça dommage. Donc si vous avez l'occasion, allez voir Musubi, parce que franchement, moi le sujet m'intéressait pas, et j'ai trouvé vraiment le Final Fantasy, j'en ai rien à branler, et j'ai trouvé que vraiment son travail était vraiment super bien fait, puis j'ai regardé la vidéo en entier, j'ai trouvé ça cool. Voilà, donc bah je voulais un peu pousser le truc, parce que bah je pense que ça mérite, et petits coups de pouce comme ça. J'y gagne rien, je pense qu'il gagnera pas grand chose parce que je suis pas non plus. Je pense que si Louis San le fait, il va gagner plein de followers. Si moi le fais, ça fera que quelques personnes qui vont le voir. Mais bon, ça sera toujours ça de prix. Puis il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui seront contentes d'avoir découvert cette vidéo parce que franchement, elle est sympa, elle est bien. Donc je vous invite à aller voir Musubi, donc Musubi, sur sa chaîne YouTube. Vous allez voir, c'est plutôt chouette. Et puis il a d'autres vidéos sur d'autres sujets. Moi, il y avait certains sujets que j'avais trouvé marrants, comme un stade de baseball par exemple. Qui maintenant c'est des maisons témoins, alors qu'avant le stade de baseball était juste un stade de baseball où on jouait, puis qui avait été un peu à l'abandon, et puis maintenant c'est des maisons témoins à l'intérieur du stade de baseball, voilà. C'est rigolo, que je connaissais pas sur Osaka, donc il y a des petits trucs comme ça qui sont marrants, et puis je vous dis c'est des articles un peu plus de fond, qui sont moins vendeurs, ou pas voyage, etc., pas lifestyle non plus, mais qui peuvent être intéressants. Donc voilà, on a fini là-dessus cette semaine, et justement, la semaine prochaine, je vous parle d'influenceurs. C'est vrai que parfois je suis un peu négatif sur les influenceurs, mais c'est vrai que je vois tellement de trucs, je regarde pas trop ces contenus, ça m'intéresse pas, mais forcément ils m'arrivent à la tête régulièrement. Puis souvent, moi je vois des trucs et je dis mais c'est pas possible, puis je vois le nombre de likes et le nombre de gens qui commentent. Et justement, la prochaine fois, moi, il y en a il y a un trending topic, on va dire, qui m'a énervé, c'est le fait qu'à Kyoto, il y a trop de touristes. Alors la réponse c'est oui, c'est vrai, à Kyoto il y a trop de touristes, mais comme je voyais comment c'était traité par des gens qui venaient 2 jours en vacances, ou même des gens qui habitaient au Japon, hein, qui viennent 2 jours en vacances, qui font tous les spots touristiques de base, et puis qui vont dire « Ah bah c'est l'horreur ». Bah ouais mec, mais si je fais ça dans n'importe quelle ville au monde, ça sera l'horreur. Enfin, si je fais ça à Rome, je fais ça à Paris. Si à Paris je fais la Tour Eiffel et que je fais juste la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Louvre et le château de Versailles, bah ça va être rempli de touristes aussi. Hein. Puis si je fais ça à Tokyo, c'est pareil. Hein. Si à Tokyo je fais que les attractions hyper touristiques, que je vais à Team Lab, etc., c'est rempli de touristes. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de nuance en fait. Puis c'est vraiment faire dans le truc. Et bon, bah à la limite, ok, ils font leur trip. Mais ce qui m'agace, c'est les gens derrière, les gens qui commentaient. J'ai vu des commentaires qui m'ont rendu fou, avec des gens qui disaient « Ah bah oui, hein, moi j'ai supprimé Kyoto de mon voyage, j'ai tout focus sur Tokyo, puis je suis sorti des sentiers battus, c'était super. » Bah tu peux faire ça aussi à Kyoto, mec, pourquoi c'est idiot comme commentaire. Enfin, voilà, c'est les gens qui... Il y a tellement de gens qui ne pensent pas par eux-mêmes et qui réfléchissent, qui avalent les paroles d'un influenceur et qui vont juste répéter bêtement, sans réflexion derrière, et je trouve ça triste.
Bref, je voulais faire un épisode pour dire non, on peut venir à Kyoto. Alors oui, il y a beaucoup de touristes, hein, je vais pas vous cacher, moi je vais pas vous faire l'inverse en disant c'est n'importe quoi, il y a plein d'endroits super, c'est sympa. Non. Bien sûr qu'il y a plein de mauvais côtés et que oui, il y a beaucoup de touristes, il y a un tourisme de masse qui est énorme à Kyoto, mais, il y a un gros mais, et pour moi, c'est idiot de supprimer son voyage à Kyoto, de supprimer Kyoto dans son parcours, parce que Tev, parce que Louis-san, parce que Super Princesse du désert 56 Kyoto Sakura vous a dit « Ah, c'est pourri, hein, regarde », puis qui a fait une vidéo, il y avait plein de monde au Kiyomizu-dera. Faut réfléchir un peu, puis après, si vraiment t'as pas envie d'aller à Kyoto, t'as le droit. Hein. On peut kiffer le Japon sans aller à Kyoto, mais bah, faut mettre un peu de... essayons d'être un peu intelligent 2 minutes, voilà. Essayons de supprimer la génération Cyril Hanouna, où on réfléchit pas beaucoup, puis on boit les paroles de gens qui vous vendent des trucs faciles à comprendre, et ça m'énerve. Voilà, franchement, ça m'énerve, vous le savez. Et donc, je ferai un épisode spécial, pas spécial, mais juste pour revenir justement là-dessus. Il y aura aussi beaucoup de 3615 ma vie, du coup, parce qu'on a pas parlé de Kyoto de ce sujet-là, ça mérite pas d'en parler pendant 1 heure. Mais il y aura un peu de 3615 ma vie, puis j'ai pas mal de trucs à vous raconter, de trucs rigolos. Mais voilà, c'était pour revenir un peu, pour vous faire une idée, puis que vous ayez un peu plus de billes, pour savoir si oui, vous voulez aller à Kyoto ou pas. Parce que oui, peut-être que ça vous conviendra pas à Kyoto, parce qu'il y a des mauvais côtés à Kyoto. Mais il y en a aussi des bons. Et c'est pas genre juste un petit peu, faut pas aller gratter vraiment super loin pour trouver les bons côtés. Mais on en reparlera tout ça dans le prochain épisode, c'est pas le thème de cet épisode. Donc voilà, j'espère que le côté freelance, le côté administratif qui peut être un peu chiant mais qui est toujours un petit peu marrant, vous a plu, puis ça pourra peut-être servir à certains qui veulent se lancer dans le freelance un jour au Japon. Et sur ce, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là, hein? Eh ben, on dit quoi? On dit ne zappez pas. Non, c'est pas ça. Ciao, bye bye, matane.もう泣かない。キラリキラめく夜の